nouvelle rencontre sur FHP Direct avec Dominique Pon. Dominique Pon qui est devenu, qu'il était d'ailleurs, mais qui est devenu très connu parce que vous faites beaucoup de communication sur ce qui est sous votre responsabilité, c'est-à-dire l'évolution, le changement, la transformation numérique de notre système de santé. Alors vous m'avez montré d'ailleurs tout cela, il y a une maison, il y a des bases, il y a un grenier, etc. Et vous coordonnez théoriquement toute la maison, toutes les grandes évolutions, les transformations numériques de ce système de santé. Alors vous aviez été, Dominique Pon, comme d'autres d'ailleurs, à qui Madame Buzyn avait demandé des rapports. Vous aviez mené un rapport sur la e-santé et maintenant vous êtes en poste et le responsable des mesures que vous avez recommandées dans une certaine mesure. Des mesures dans une certaine mesure. Exactement, ouais. Exactement. Les préconisations qu'on avait faites dans le rapport Pon-Coury avec Anne-Laure Coury ont été reprises maintenant dans 26 actions. Voilà, Anne-Laure Coury qui est à la CNAM. Qui était à la CNAM. Et ces actions-là, ces propositions-là ont été entérinées le 25 avril en présence de l'assurance maladie, de la ministre de la Santé, du ministre du Numérique, dans le cadre d'un plan d'action concret sur 3 ans qui sont aujourd'hui officialisés et qui s'inspirent des préconisations du rapport Pon-Coury. Voilà, c'était le jour où le président de la République faisait sa conférence de presse. Il y avait une concurrence ce jour-là. Donc, vous étiez, Anne-Laure Coury est à la CNAM, vous étiez un directeur d'établissement. Alors, dites-le parce que c'est important ici sur ce plateau de la FHP Direct. Oui, je suis toujours d'ailleurs directeur de la clinique Pasteur à Toulouse. Je suis très attaché à cet ancrage de terrain, voilà, y compris sur le sujet du numérique. Je pense que ça fait du bien d'avoir des gens de terrain. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez tout particulièrement à ces questions de numérique ? Je suis ingénieur en informatique, j'ai commencé ma carrière dans la santé il y a une vingtaine d'années en créant un dossier patient informatisé, j'ai créé un incubateur de start-up, je suis passionné par le numérique en santé. Qu'est-ce qui ferait, Dominique Pon, soyons directs, que vos recommandations réussiront, seront mises en application, alors qu'il y a eu quand même sur ce sujet des gens, des têtes bien faites aussi, qui s'y sont penchés et ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui fait que maintenant, avec vous, ça va marcher ? C'est pas avec moi que ça va marcher, c'est avec tout le monde. En fait, notre croyance profonde, c'est qu'il faut organiser la gouvernance du numérique en santé pour qu'il y ait un engagement collectif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un alignement de planète, à mon avis, inédit depuis 20 ans, c'est qu'il y a un alignement des pouvoirs publics, ministère de la Santé, ministère du Numérique, assurance maladie, qui propose une vision commune, une trajectoire commune, des valeurs communes. Ce qui fait que ça va marcher, c'est qu'on va redevenir très volontariste et très pragmatique sur les bases de la e-santé en France, l'identifiant national de santé, l'identifiant des acteurs, des outils d'authentification pour les professionnels dématérialisés, la ICPS pour les usagers, la e-carte vitale, qu'on va maintenant être beaucoup plus volontariste pour le développement du DMP. Et c'est aussi au-delà de ça, la volonté de créer des plateformes numériques de santé, c'est-à-dire des magasins d'applications pour que tout l'écosystème puisse publier, créer, innover dans un cadre cohérent, éthique. Et c'est cette vision d'État-plateforme qui, pour moi, est la clé du succès. Oui, quand on vous lit ou qu'on vous rencontre, vous parlez beaucoup de store. Je crois beaucoup à la logique d'État-plateforme. Le positionnement des pouvoirs publics en matière de numérique en santé, c'est comme le positionnement des pouvoirs publics dans la construction d'une ville. Une mairie, elle s'occupe de faire le code d'urbanisme, de délivrer les permis de construire, de faire les routes, les ponts, le tout à l'égout, l'électricité. Elle fait rarement des maisons individuelles ou des gratte-ciel. Je crois exactement la même chose pour le numérique en santé. Il faut qu'on soit solide sur les bases, que les pouvoirs publics proposent ces routes, ces ponts, ce tout à l'égout, les permis de construire et laissent les acteurs de l'écosystème faire des maisons individuelles, des gratte-ciel en s'appuyant sur ces routes et sur ces ponts et dans le respect du code d'urbanisme. Si chacun trouve bien sa place, je suis persuadé que l'ensemble des acteurs de l'écosystème, ils vont impulser une dynamique inédite, peut-être même en Europe. Vous savez que quand on essaye de comprendre les grandes structurations politiques, on se demande toujours, est-ce que c'est une vision étatiste, une vision volontariste, vous avez dit, libérale? Comment vous abordez ça? Est-ce qu'on pourrait résumer comment on aborde le numérique en santé dans notre pays?
Ma vision des choses, je suis un homme de terrain, c'est qu'il faut l'aborder de façon pragmatique. Et le pragmatisme, c'est qu'il doit y avoir une juste place des pouvoirs publics qui doivent garantir la cohérence et l'éthique et se concentrer là-dessus pour laisser la créativité aux autres acteurs. Les hôpitaux, les éditeurs, les startups, les industriels, ils doivent créer, ils doivent développer des services à valeur ajoutée, mais ils doivent respecter un socle commun et des règles. Chacun a sa place et si on fonctionne comme ça, c'est ultra pragmatique comme vision. Je suis persuadé que la valeur ajoutée pour les patients et pour les professionnels, elle va découler de source. En France, on est plutôt dans le coup, en retard sur tous ces sujets? Je dirais qu'il y a beaucoup d'initiatives foisonnantes, énormément d'acteurs qui créent, qui développent, mais là où on est en retard, c'est sur la cohérence du développement de ces services numériques. Là où, à mon avis, on doit franchir une étape, c'est sur le fait qu'il y a un socle de base que tout le monde doit respecter pour créer. Alors, dans cette feuille de route stratégique du numérique en santé, il y a 20 ou 22, 20 je crois. 26 recommandations. Non, actions. C'est plus des recommandations, ce sont des actions. C'est acté, ça va se faire. Bon, elles sont toutes importantes? Ces 26 actions, elles ont été regroupées par grandes thématiques qui vont de la première, du socle de base vers des actions. Donc c'est la gouvernance, c'est le socle de l'interopérabilité de la sécurité, c'est le déploiement des services nationaux que sont le DMP, la e-prescription. Bon voilà, c'est la volonté de développer ces plateformes, notamment l'espace numérique de santé pour les citoyens. Et ensuite, c'est de l'accompagnement sur le terrain, parce que moi, je crois beaucoup au terrain. Et donc, j'irai même moi-même faire le tour de France de toutes les régions pour rencontrer l'ensemble des acteurs de l'écosystème dans toutes les régions, éditeurs, start-up, professionnels, établissements, débattre, mais porter ça, incarner ça. Il y a beaucoup de sécurité, vous évoquez la sécurité, la cybersécurité ou sécurité informatique. Je crois qu'au-delà de la sécurité, les pouvoirs publics en matière de numérique en santé doivent être garants d'une éthique. La sécurité, c'est un sous-ensemble de l'éthique. Si les pouvoirs publics ne se saisissent pas de ces enjeux d'éthique en matière de numérique en santé, je pense qu'il pourrait y avoir énormément de dérives. C'est pour ça que je milite, moi, pour des pouvoirs publics forts en matière de numérique, mais qui se concentrent justement sur la sécurité, sur l'interopérabilité, sur le socle de base. Il faut vraiment que les pouvoirs publics s'engagent là-dedans maintenant. Oui, action numéro 8, lancement d'une étude relative à l'opposabilité des référentiels de sécurité, d'interopérabilité, etc. Action numéro 9, renforcement de la sécurité opérationnelle des systèmes numériques pour garantir la confiance dans la e-santé. Ça, c'est très énarque, ça. Oh, je ne suis pas énarque, moi, on ne peut pas me faire ce procès-là, ça vous me connaissez. Non, mais clairement, vous prenez n'importe quel hôpital en France, il est extrêmement vulnérable face à des cyberattaques. On ne s'en rend pas compte, mais on aura des problèmes un jour. Il faut qu'on se saisisse de ça. Une des propositions et une des actions qui est enclenchée, c'est de mettre en place un système de cybersurveillance justement pour aider les hôpitaux à se protéger de ces cyberattaques. Ça va arriver, ça. Action 11, DMP, ça va marcher? Il faut y aller, franchement, il faut y aller sur le DMP, on n'a pas le choix. Non, mais il faut, c'est-à-dire qu'on va conditionner un certain nombre de mesures, un certain nombre de conformités à des référentiels, un certain nombre de financements à l'alimentation effective du DMP. Maintenant, on n'a pas le choix, il faut être ultra volontariste. E-prescription, ça... Dès cette année, la e-prescription va être mise en œuvre sur le volet du médicament, du circuit du médicament. Donc là, c'est un gros avantage à la fois pour le pharmacien prescrit, puisqu'il a une prescription quand même qui est sécurisée. Pour le prescripteur, c'est une façon de voir aussi ce qui a été réellement administré à son patient. Donc je pense qu'on n'a pas le choix là encore, il faut y aller. Les années 2020-2021 étendront la logique de e-prescription à d'autres actes, kiné, kinésithérapie, actes infirmiers, actes de laboratoire. Donc pour moi, ça fait vraiment partie des socles de base des routes et des ponts dont je parlais tout à l'heure. Action 14, Dominique Pont, développement d'outils numériques de coordination de parcours de santé avec le programme e-parcours. Ça va marcher le e-parcours ? E-parcours, c'est la continuité de la première étape qui était territoire de soins numériques, TSN, qui a pâti un petit peu d'un manque de cohérence et un petit peu un manque d'arbitrage sur le champ fonctionnel de ces outils. Maintenant, les choses sont alignées. E-parcours doit s'inscrire dans la doctrine que je vous ai décrite, doit s'appuyer sur le socle de base, devra être interfaçable avec l'espace numérique de santé et avec les stores dont je vous parle. Donc maintenant, ces outils de parcours qui sont des outils de workflow, ça s'appelle comme ça en informatique, ils sont inscrits dans un schéma général qui est à nouveau rendu cohérent. Qu'est-ce que c'est un bouquet de services numériques spécifiques pour les professionnels de santé? Ça va être quoi? Aujourd'hui, les professionnels de santé, ils ont accès à plein d'outils, mais chaque fois qu'ils ont accès à un nouvel outil, ils doivent se reconnecter dans
un nouvel outil, ressaisir leurs patients pour tomber dans le contexte patient. Ce n'est pas possible de fragmenter aujourd'hui tous les services numériques de santé. Le bouquet de services, c'est une façon de publier tous ces services développés par l'ensemble de l'écosystème dans un espace de confiance cohérent pour que le professionnel n'ait pas à éteindre un logiciel, en réouvrir un autre, se reconnecter, rechercher le nom du patient. C'est lui rendre et lui faciliter l'interopérabilité entre les logiciels. Un lab e-santé, c'est quoi ? Un lab e-santé, c'est un outil pour stimuler l'innovation dans la e-santé en France, qu'on ait un guichet unique qui permette aux startups de s'adresser à quelqu'un dès lors qu'ils veulent comprendre les mécanismes de financement, tout le contexte réglementaire dans le foisonnement et dans la jungle un petit peu de tout ce qui se passe en matière de numérique en santé. C'est le minimum qu'on peut faire pour aider nos startups françaises. Vous vous assurerez que tous les hôpitaux et cliniques de France aient suffisamment accès à l'informatique, de bandes passantes, etc. En tout cas, on fera tout pour les aider. Vous avez vu que le programme Open, quand même, c'est plus de 400 millions d'euros qui sont investis pour aider les hôpitaux à se développer, à se moderniser dans ce schéma à nouveau et de façon cohérente. Il y a des aides, il y a la volonté d'embarquer tout l'écosystème. Et alors, donc, vous êtes technologiquement, vous voulez techno, mais quand même, vous allez rencontrer également les professionnels, les citoyens, les patients. Vous allez faire un Tour de France. Ça, c'est pas moderne, le Tour de France. On n'a pas fêté 100 ans, son 100e anniversaire. Ouais, je suis pas tellement techno, moi. Je pense qu'on peut pas me... Voilà, c'est pas trop ma caractéristique principale. Je pense que je suis plutôt quelqu'un qui adore le contact et qui adore le terrain. Le terrain, c'est la réalité technique, parce qu'en informatique, on ne peut pas juste fantasmer. C'est des trucs très concrets, très techniques, mais c'est porté par des acteurs. Et ces acteurs, je veux les rencontrer personnellement. Je voudrais, et on va terminer comme ça, le Health Data Hub, c'est quoi par rapport à ce que vous faites ? En fait, c'est le toit de la maison dont je parlais tout à l'heure. C'est tout ce qui va remonter d'un système de santé numérisé cohérent qui va pouvoir alimenter avec le consentement des patients des bases de données qui vont nous permettre de tracter l'innovation dans la santé en France pour des algorithmes d'intelligence artificielle, mais dans un cadre dont l'éthique à nouveau et la sécurité est garantie par les pouvoirs publics. Si on ne fait pas ça, des initiatives vont foisonner sans garantie pour le citoyen de l'éthique de la gestion de leurs données de santé. Le Health Data Hub, c'est plutôt quand même pour la recherche, l'intelligence artificielle et tout ça, c'est ça ? Oui, c'est pour pouvoir créer de l'innovation et de la recherche dans un cadre à nouveau bien cadré, bien sécurisé et surtout éthique. Comment vous travaillez, vous, avec vos collègues, notamment Aubert, qui s'occupe du Health Data Hub ? On se voit quasiment toutes les semaines, Stéphanie Combe, Jean-Marc Aubert, pour bien articuler nos chantiers, puisqu'on a un rôle, nous, de supervision de l'ensemble de la transformation numérique. La DGOS porte Open, porte eParcours. L'adresse avec Jean-Marc Aubert, Stéphanie Combe porte le Health Data Hub. Bon, voilà, la CNAM porte le DMP, la e-prescription. Notre rôle, c'est de s'assurer qu'il y a une cohérence entre tout ça et qu'on avance tous dans la même direction. Ici, là, vous allez, j'imagine, rencontrer des startups et des entreprises d'informatique, du système d'information. Il y a de belles choses à voir pour vous ? En France, je pense qu'il y a une foultitude d'initiatives et de création de valeur ajoutée. Ce qui leur manque à ces startups, que je connais quand même depuis une vingtaine d'années, c'est un accès au marché, deux, une cohérence et une visibilité sur ce que veulent faire les pouvoirs publics. Maintenant, la vision, elle est posée sur une trajectoire à 3, 4, 5 ans. Je pense que maintenant, on va tous se mettre en ligne par rapport à ça. Oui. Alors, je ne dirais pas, mais question générale, peut-être pas la France seule, évidemment, mais l'Europe est quand même très serré entre les Américains d'un côté, les GAFAM, les Chinois, etc., non ? À côté de ça, bien sûr, l'intelligence artificielle, le big data avec des monstres avec une puissance colossale en matière du numérique que de la zone Pacifique, que ce soit les Chinois ou les Américains, bien sûr. Mais en Europe, quand même, on a sorti le RGPD. Ça vient de nous, le RGPD, c'est-à-dire une vraie vision éthique des données. Donc moi, je suis fier d'être européen et français et je suis persuadé qu'on peut avoir un modèle de création de valeur sur la base de start-up qui vont créer de l'initiative dans un cadre cohérent, mais surtout, on sera les leaders de l'éthique du numérique et c'est ça, à mon avis, la place de l'Europe. Oui, c'est important, vous avez raison, mais c'est pas ça qui rapporte le plus d'argent. Ah, je pense que si. Je pense que la création de valeur sera autour d'un numérique éthique dans les prochaines années. Le sens, ça sera l'or de demain. Ah oui. Et ces élections européennes, on a... Sur ce sujet-là, le vôtre, il y a des choses à espérer, les élections européennes dans 2 jours, 3 jours. Non, il faut pas penser Europe, justement, plutôt.
avec des coordinations entre les pays européens sur ces sujets? Bien sûr, toutes les normes justement dont on parlait, qui sont très techniques d'interopérabilité, doivent se traiter à un niveau mondial et européen en particulier. Bon, merci Dominique Pont, je vous promets, on va vous suivre, mais très attentivement, on va regarder si les 26 mesures sont bien suivies. Je l'espère bien. D'accord, merci.